Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, demain lundi, les épreuves du DF seront lancées. Cette année, notre pays compte 349 080 candidats. Est-ce que tout est fin prêt? Vous le saurez dans cette édition. Les hommes et les femmes d'affaires, on en parlera dans ce 20h. C'est un titre stratégique que beaucoup utilisent pour attirer plus de clients. Mais attention, en cas d'arnaque, le nom n'est pas reconnu par le code pénal. La paroisse de Mandiakui a 80 ans. Une messe a été organisée à cet effet et beaucoup de bénédictions ont été faites pour notre pays, pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Projection des 2 derniers épisodes de la série Polygamie, une série qui aborde plusieurs thématiques sur la vie de couple. C'était au CICB dans la grande salle Djelibaba Sissoko. Dimanche 2 juin, encore une fois, bienvenue dans la grande édition de ORTM1. C'est demain lundi que les épreuves du diplôme d'études fondamentales DEF commencent. Cette année, ils sont 349 080 candidats sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails avec Batraoré. Année scolaire 2023-2024 apaisée, un motif de satisfaction pour le ministre de l'Éducation nationale qui annonce le début des épreuves du DF, le diplôme d'études fondamentales. 349 080 candidats répartis entre 2106 centres prendront le chemin des salles d'examen du diplôme d'études fondamentales. Ce diplôme leur ouvre les portes de l'enseignement secondaire. Ils pourront, ce sésame obtenu, entreprendre des études dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement normal, dans l'enseignement technique et professionnel. Le ministre Amadou Sy Savané salue l'engagement de la communauté éducative auprès du gouvernement pour le déroulement normal de cette année scolaire. Le pacte de stabilité sociale entre le gouvernement du Mali et les partenaires sociaux et l'intérêt des plus hautes autorités de notre pays pour l'école nous ont permis de consolider les acquis. Le ministre de l'Éducation a saisi l'occasion pour rappeler les efforts faits pour la réaffirmation d'une école malienne respectueuse des standards qui tiennent surtout compte des besoins de notre économie. Tenant compte des hautes instructions de Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, nous avons entrepris des actions concrètes pour des examens de fin d'année réussis. Nous avons mobilisé à cet effet tous les acteurs et partenaires de l'école autour du slogan « Je suis candidat, je m'oppose à la fraude ». Amadou Sy Savané a enfin lancé un appel à tous les personnels mobilisés dans les différents jurys des examens pour que les résultats à venir soient exempts de toute irrégularité. Bonne chance à tous les candidats. Salon des médias, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a animé ce matin un panel sur l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre Diop précise que les défis sont énormes. Youssouf Diakité et Gaussou Traoré. C'est un ministre rassuré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ablaye Diop, qui s'adresse aux hommes des médias pour disséquer les différentes articulations de l'Alliance des États du Sahel. Et le Salon des médias, 3e édition, est l'opportunité toute trouvée pour fixer une fois de plus l'importance de la création de l'Alliance des États du Sahel et sa pérennisation. On peut aller encore plus loin pour que sur le plan de notre action diplomatique, nous puissions mener des choses ensemble. On l'a fait dans le cadre de ce communiqué. Mais aujourd'hui, nous osons, c'est des États souverains, je dois le rappeler, mais nous travaillons à pouvoir harmoniser ou coordonner notre action vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est les 3 piliers de l'AES. La dimension défense et sécurité, la dimension intégration économique et la dimension coordination de l'action diplomatique. Et aujourd'hui, nous avons pris l'option d'aller vers une confédération.
Je crois que certains aussi ne comprennent pas toujours, parce qu'aujourd'hui j'écoutais même dans une télévision étrangère qui expliquait bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a des hésitations, on ne voit pas les structures qui sont mises en place. Mais parce que nous sommes dans une dynamique différente, nous ne sommes pas dans une dynamique d'organisation intergouvernementale. Nous disons que nous voulons aller vers une confédération. Ça veut dire que les 3 pays ont décidé de mettre leur souveraineté ensemble dans les 3 domaines, mais de travailler comme le gouvernement d'un seul pays. Occasion pour le ministre Diop d'inviter les hommes des médias à associer leurs efforts à ceux des gouvernements de la zone AES pour la stabilité, la croissance et le développement des États concernés. Oui, les médias ont un très grand rôle à jouer pour soutenir la vision de l'AES. En tout cas, c'est ce qui ressort du dernier panel du Salon des médias du Mali qui abordait la thématique. Les précisions avec Bemba Suivi qui a suivi les échanges pour nous. Suivons. À l'heure de la guerre de l'information, plus que jamais, les médias ont un rôle de premier plan à jouer dans le processus de mise en place de l'Alliance des États du Sahel. L'architecture défensive, économique et politique, bref, de développement, voulue par les 3 États doit être soutenue par le peuple. À ce niveau, les médias ont une mission d'éveil de conscience des populations sur les enjeux dans l'espace AES. Nous estimons que la presse a un rôle extrêmement important à jouer dans la mise en place d'un tel projet. Un projet qui suscite tellement d'espoir pour nos populations. Et nous estimons qu'en tant que médias, nous devons expliquer d'abord les enjeux de ce projet. Notre rôle, c'est de créer un sentiment d'appartenance à un même espace. Et pour cela, nos médias sont très importants. Et il faut qu'on passe le cadre de la gestion factuelle des événements. L'AES est une affirmation de souveraineté qui se traduit par la volonté d'évoluer dans un ensemble sous-régional indépendant ne souffrant d'aucune influence extérieure. Et les médias doivent contribuer à l'effort de déconstruction mentale. Déjà, les responsables des médias publics de l'AES travaillent sur des pistes de collaboration. Les médias publics ont déjà pris la mesure des choses. Ces médias-là travaillent déjà main dans la main. La preuve, ils ont conclu à Ouagadougou il y a quelques semaines un protocole qui va permettre une sorte de mise à disposition des agents de presse. Il y a un partenariat qui a été initié et qui permet à tous les médias publics de ces 3 États d'échanger des formations. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la formation en ce qui concerne les médias sur cette question. Des pistes, une fois exploitées, devront faire en sorte que l'information et la communication soient au cœur de la volonté commune de cheminer ensemble. Et la jeunesse qui porte la lutte contre l'impérialisme doit avoir une attention particulière dans ce schéma d'information des populations de l'AES. Dans le même registre des informations et l'intégrité de l'information au cœur d'une formation initiée par l'Association des professionnels de la presse en ligne, Appel Mali, et pour les hommes de médias de Koulikoro, la session de formation regroupe une quinzaine de journalistes de différents organes de presse de Koulikoro. Reportage Ousmane Koïta. Au cours de cette session de formation d'outiller les hommes des médias de la capitale de Méguétan en matière de lutte contre la désinformation et l'intégrité de l'information. Initiée par l'Association des professionnels de presse en ligne en partenariat avec NDI, la formation vise à lutter contre la fausse information et de promouvoir l'intégrité de l'information. Une nécessité aujourd'hui pour qui connaît le monde de l'information. Nous, on voulait sensibiliser les journalistes, les former d'abord sur les techniques pour lutter contre la désinformation et comment travailler à donner de l'information de qualité à la population et ensuite initier une action à l'envers des scolaires pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation et pouvoir leur donner des instruments pour se prémunir contre la désinformation. Cette formation vient à point nommé et ça va beaucoup renforcer la capacité de nous qui sommes des journalistes et surtout en ligne. Et ça va nous permettre de donner la bonne information aux gens et nous serons bien outillés
pour faire face vraiment aux défis liés à l'information. Durant 2 jours, ces hommes et femmes du monde de l'information seront suffisamment outillés pour lutter contre la désinformation. Ils vont entre autres échanger sur les sujets tels que les techniques de vérification de l'information et la lutte contre la manipulation de l'information. Vous serez d'accord avec moi que nous sommes dans un environnement où les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. Il y a d'autres informateurs qui ne sont pas professionnels. Nous, au niveau des appels Mali, notre mission, c'est de renforcer les capacités des journalistes en fonction même de l'évolution du numérique, afin de faire des productions de qualité. À noter que les projets de formation concernent les régions de Koulikoro et de Ségou en intégrant les espaces publics et des milieux universitaires. Hommes et femmes d'affaires, à la rédaction s'y intéresse, un titre stratégique utilisé pour attirer les partenaires et pour décrocher plus de marchés. Un monde fructueux mais qui demande assez de ruse pour ne pas se faire arnaquer, puisqu'en cas d'arnaque, sachez que le titre homme d'affaires n'est pas reconnu par le code pénal. Le monde des hommes d'affaires avec Papa Idara et Abdoulaye Diarra. Homme d'affaires, un titre de séduction pour certains qui tapent dans l'œil des autres. A priori, les hommes d'affaires se distinguent par leur apparence, toujours tirée à 4 épingles. Eux ne se séparent jamais de leur sac censé contenir des documents importants. Pour le commun des mortels, ils bénéficient de la connotation d'hommes riches sans pour autant avoir le plus souvent même un bureau. Homme d'affaires, c'est un businessman. Bon, il est riche, n'est pas riche. Bon, ils ont de l'argent, mais pas forcément les grosses voitures. Homme d'affaires, à Bamako, il y a bien certains qui répondent au titre d'homme d'affaires. Mamadou Sansi Koulibaly, Seydou Doucouré ou encore Koumaré Mariam Simaga. Prends des charges tout de suite, d'accord, ne t'inquiète pas. Moi-même, j'y vais à peu près. Cette dernière qu'on retrouve sous un soleil de plomb en train de suivre le déchargement de ses marchandises. Rien ne l'échappe et s'assure que ses partenaires ont un bon produit. En fait, moi, je ne sens même pas le soleil parce que moi, je suis en train de faire un travail. C'est le travail qui m'intéresse plus. Homme d'affaires, c'est pas trop fort un peu. Ça, c'est les grandes dames. Moi, je ne suis pas une grande dame. Les hommes d'affaires aiment prendre des risques, ce qui les pousse à être au devant de la scène et à procéder à un contrôle minutieux jusqu'au moindre détail. La stratégie Sansi Koulibaly est plutôt la discrétion. En costume, cravate, machin, moi je me sens à l'aise comme ça. On m'a toujours connu comme ça. Un homme d'affaires, c'est un état d'esprit. Les appels se multiplient. Il faut souvent tout gérer en même temps, surtout quand on est à ses débuts. Cela pour gagner la confiance des partenaires. Seydou Doucouré a 26 ans. Bon, disons que ce n'est pas facile. Ça, c'est le premier point qui peut être relevé. Maintenant, par ailleurs, après, quand on rentre dans le milieu du business, c'est dans un milieu où il y a différents secteurs. Il faut savoir maîtriser chaque détail, la consommation, le litrage, la taille, en longueur, en largeur. Il faut maîtriser tout ceci. Chacun a ses caractéristiques à part entière. Loin des dernières marques de sac à main, jugement porté sur les femmes d'affaires, Madame Koumaré a plutôt l'ambition de se faire connaître et de gagner de l'influence plus que de l'argent. Une femme d'affaires, c'est d'abord le travail. C'est les affaires, c'est réfléchir, c'est ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on doit faire. Sur les affaires à venir, les partenaires, les relations. On peut être homme d'affaires sans avoir plusieurs entreprises. On peut être homme d'affaires avec plusieurs entreprises, comme on peut être homme d'affaires en facilitant des activités entre deux sociétés, entre deux personnes pour qu'ils s'entendent, pour créer des activités qui créent de la richesse. Pourtant, aux yeux de la justice, le titre d'homme d'affaires reste dans les tiroirs de l'administration malienne. Impossible de l'inscrire sur un document officiel de l'État. Son utilisation est purement stratégique. L'homme d'affaires n'est pas un statut que la loi donne à une catégorie d'individus. Dans la pratique et dans la vie courante, on se contente d'appeler certaines personnes telles que le commissionnaire et autres se prévalent de ce titre qui n'a pas de base légale. Sur la table de Maître Koto Traoré, plusieurs dossiers d'arnaque liés au titre d'homme d'affaires sont en cours de traitement. Difficile de donner des statistiques, mais les victimes ne se comptent pas au bout du doigt.
60 à 50% des cas d'escroquerie aujourd'hui qui sont portés devant la juridiction constituent ce type de personnes se faisant passer des hommes d'affaires. On le retrouve souvent dans le domaine foncier qui est très récurrent dans notre pays. Tout employeur, tout homme d'affaires, comme on le dit, préfère avoir un bureau pour être sûr que je m'installe ici, on viendra me voir, je présente mon bureau, je présente mes employés. Mais c'est leur début. Cette usurpation d'identité a aussi une répercussion sur le marché des affaires. Le professionnalisme est foulé aux pieds et difficile de faire le distinguo entre les vrais acteurs et les acteurs par circonstance. Moi, je trouve que c'est très, très malhonnête d'utiliser un titre. Parce qu'un jour, ça se saura. Beaucoup de coxettes qui sont là, qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas d'NPS, qui n'ont pas de personnel. Ils postulent dans les marchés à notre place. Ils demandent nos factures pro forma pour utiliser comme des factures concurrentielles, alors qu'en général, c'est des gens qui n'ont rien, qui ne payent pas de taxes. Tous les hommes d'affaires ne sont pas des escrocs. D'autres, non. Si on appelle quelqu'un entrepreneur, il peut être escroc, comme il peut ne pas être escroc. Généralement, les gens profitent du nom pour se lancer dans le milieu sans pour autant maîtriser le milieu. Et c'est à ces gens que viennent ces genres d'escroquerie. Le mot d'escroquerie vient de ces gens qui n'ont aucune maîtrise du milieu mais qui veulent se jeter là-dedans. Quand on a des cas comme ça, mieux vaut rapidement saisir la justice. Saisir la justice, soit en portant plainte entre les mains du procureur pour des faits, parce que la loi dit, quand vous faites usage d'une fausse qualité, est un acte d'escroquerie. Ou bien quand vous vous présentez une entreprise fictive qui n'existe pas en fait, pour se faire remettre des fonds ou un objet de valeur, vous êtes poursuivable pénalement pour les faits d'escroquerie. Dans le monde des affaires, l'habit ne fait pas très souvent le moine. La vigilance doit être de mise. Les apparences sont souvent trompeuses. Par exemple, ici, c'est plutôt un échange entre journaliste et son interlocuteur, à ne pas confondre à un échange entre hommes d'affaires. On en vient au grand format de ce journal. Le sujet s'intéresse aux incendies qui plombent souvent l'activité des artisans. Les causes sont multiples. On peut citer les installations et branchements électriques anarchiques. Les conséquences sont dramatiques et l'une des solutions est la souscription à un contrat d'assurance, ce qui n'est pas évident dans un secteur dominé par l'informel. Un dossier signé Bemba Sibi. C'est dans un décor de chaos que nous reçoit Aboubakar Traoré dans son atelier de menuiserie de Sarambou, du moins ce qu'il en reste, des machines calcinées, du bois brûlé. Les images prises par les témoins montrent l'intensité des flammes. L'odeur de la fumée signale aux visiteurs le caractère récent de ce drame survenu dans la nuit du 5 au 6 mai dernier. Le feu, parti d'un court-circuit de poteaux électriques, a embrasé l'atelier aux environs de 3 heures du matin. Le maître artisan Boubacar Traoré, affligé par ce drame, se confie sur l'ampleur des dégâts. Le travail n'a pas encore commencé parce qu'on est occupé au dédommagement de certains de nos clients. J'ai dû m'endetter pour réaliser les meubles de certains jeunes couples qui avaient leurs meubles ici. Toutefois, certains ont été compréhensibles. Ils nous laissent le temps pour refaire leurs meubles. Les dégâts sont estimés à près de 50 millions de francs CFA. Traoré a dédommagé certains de ses clients malgré que l'activité soit à l'arrêt suite à l'incendie, mettant ainsi au chômage technique 8 travailleurs. Le chômage technique, certains employés de Founetra Meubles subissent toujours. Sur les 50 ouvriers, quelques-uns seulement travaillent de façon rotative après l'incendie de leur atelier dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier. L'activité a repris timidement. Avec nos propres moyens et l'aide de certains de nos fournisseurs, notamment qui nous ont aidés à faire ce hangar que vous voyez derrière moi. Maintenant, avec les petits miettes que nous avons essayé de rétablir nos activités, parce que nous avons des commandes qui ont été calcinées, totalement calcinées. On a pris l'argent des gens
les meubles ont été calcinés. Donc nous sommes obligés, très obligés de satisfaire la clientèle. Autre lieu, même scénario. Ici, à Amdalaï, sur ce site de plus de 3 hectares, en face du centre islamique de Bamako, exercent plus de 1300 artisans dans différents domaines comme la mécanique, la menuiserie bois et métallique, l'électricité, pour ne citer que ceci. Sur ce site, les incendies sont devenus cycliques. En une décennie, 3 incendies, en 2013, 2015 et 2023. Jusqu'à présent, aucune cause concrète n'a pu être identifiée. Le groupement des artisans de la zone Imassi, qui regroupe les maîtres artisans de ce site, a décidé de prendre les choses en main. Après ces incendies-là, nous-mêmes, on a fait une réunion. Donc, on n'a qu'à essayer de voir si on peut assurer notre lieu. Mais pourquoi on n'a pas fait ça pour le moment? Parce que c'est le titre du foncier du terrain qu'on cherche. Il y a blocage à ce niveau. C'est au niveau de l'administration, mais ils ont là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, nous, on n'a pas encore réussi les titres. La procédure administrative est en cours. À terme, elle permettra à ces artisans d'avoir une couverture avec l'assurance. L'assurance des ateliers artisanaux, c'est l'option que les autorités en charge du secteur ont proposée aux artisans. Une option qui n'est pas facile à adopter. Quand quelqu'un est dans l'informel, qui a du mal à gagner sa vie, quand vous lui demandez d'ajouter l'assurance en plus de l'impôt, plus tous les autres, donc je ne dirais pas impossible, mais c'est très très difficile. Voilà. Mais ceux qui sont dans le formel, généralement les entreprises artisanales qui sont dans le formel, certaines entreprises ont accepté d'aller vers l'assurance. Selon les données de l'APCM, c'est 1/10 des entreprises artisanales formelles qui a opté pour l'assurance de leur atelier. L'autre approche de la fêtière est la formation. C'est dans ce cadre que des centaines d'artisans ont été formés dans les 6 communes du district de Bamako pour le moment sur les causes des incendies, au nombre desquels l'installation et les branchements électriques anarchiques, les vols de carburant, les copeaux de bois des menuisiers, entre autres. Le gouverneur de la région de Tombouctou s'est rendu à Ber pour s'enquérir des conditions de vie des populations. Selon les populations, la sécurité est assurée grâce à la présence des FAMA. Aussi, les activités socio-économiques démarrent peu à peu malgré quelques difficultés. Idrissa Goulou Sissoko. En se rendant à Ber, le chef de l'exécutif régional voulait rassurer les populations meurtries de cette localité de la présence de l'État à leur côté et aussi s'enquérir des difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'accueil prouve à suffisance qu'elles respectent bien le Mali. Avec la présence des FAMA, la sécurité s'améliore du jour en jour. Avec des patrouilles de proximité, des reconnaissances offensives sur les villages d'à côté, la sécurisation de la ville, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Il y a la reprise des activités socio-économiques. Il y a une très bonne collaboration avec la population. Dans la ville de Ber, tout est à refaire. L'école est dans un état de dégradation très avancé, ainsi que la préfecture. C'est pourquoi les populations demandent le retour des services sociaux de base. Nous profitons de l'occasion pour vous charger de transmettre à son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à ses proches collaborateurs et à son gouvernement, nos vifs remerciements pour la quiétude retrouvée. Ce retour de sécurité a encouragé les populations à revenir dans leur site d'origine. Aujourd'hui, bon nombre sont de retour. En vue de soulager un peu les populations, le gouverneur leur a offert du mil pour les démunis et un lot très important de médicaments pour le centre de santé. Nous sommes venus ce matin à Ber pour d'abord féliciter et encourager nos femmes pour les sacrifices consentis au quotidien, lesquels ont permis à la population de revenir, lesquels ont permis une reprise effective des activités ici. Sans ces sacrifices, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans ces sacrifices, on ne sera pas là aujourd'hui à Ber. Donc je les félicite, je les encourage pour leur sens très élevé de patriotisme et d'engagement. Nous sommes là aussi pour remercier et féliciter la population de Ber, à sa tête le maire, pour ses efforts de résilience. Cette visite aura permis aux autorités de véhiculer des messages de paix et souhaiter le retour des déplacés. À présent, le contenu de ce communiqué, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel
informent les conseillers de la République, les membres associés du Conseil et les invités que la cérémonie d'ouverture des travaux de la 6e session ordinaire de la 6e mandature est prévue pour demain lundi 3 juin 2024 au siège de l'institution Sisa Koulouba en présence du Premier ministre, chef de gouvernement. Le thème de la session porte sur la finalisation et l'adoption du rapport annuel 2024 des besoins, des attentes et des problèmes de la société. Mise en place terminée, 9h55. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, s'est compté sur la présence de tous les conseillers de la République et des membres associés du Conseil. La séance du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont publiques. Lancement du projet d'engagement local pour garantir les initiatives de résilience face à l'extrémisme violent ELIR, une initiative de l'ONG Think Peace. Ce projet vise à accompagner la participation des femmes et des jeunes dans leur activité de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans 5 cercles du Mali. Boubacar Bablintouré. Lutter contre l'extrémisme violent au Mali à travers des initiatives, une mission que l'ONG Think Peace s'est fixée. Le projet d'engagement local pour garantir les initiatives de résilience face à l'extrémisme violent ELIR qui vient d'être lancé en est une parfaite illustration. Il vise à appuyer la participation des femmes et des jeunes dans leur élan de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans les cercles de Koutchala, Yorosso, Nara, Nioro du Sahel, Yélémani et Djema. La réponse à ce phénomène réside dans un partenariat de constructif entre nos autorités politiques, religieuses et organisations locales des jeunes et des femmes. De la société civile en soutenant et surtout en encourageant la participation active des acteurs jeunes, femmes et des responsables religieux à jouer un rôle dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Mis en œuvre par l'ONG Think Peace en collaboration avec le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, le projet sera axé sur un certain nombre d'activités. La diffusion de messages de sensibilisation dans les programmes d'enseignement secondaire pour renforcer la résilience des apprenants face à l'extrémisme violent, faire des jeunes et des femmes des acteurs d'alerte précoce dans la lutte contre l'extrémisme violent, entre autres. Et ce projet ELIR s'adresse particulièrement à l'engagement des femmes et des jeunes. À côté de ces femmes et des jeunes qui sont aujourd'hui, vous le savez, des cibles potentielles. Il y a aussi les influenceurs, les blogueurs et tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas mener une activité, un projet à terme sans que ces acteurs-là, les influenceurs, les blogueurs, ne soient partie prenante à 100%. Ce projet qui va durer 12 mois a été rendu possible grâce au financement de l'ONIFAM. Bakary Traoré est le président du bureau de l'amicale des anciens de l'École nationale d'ingénieurs du Mali. Il dirige un bureau de 11 membres. Le renforcement du partenariat extérieur et le développement de la synergie entre l'enseignement, la recherche et les milieux productifs sont les priorités du bureau. Traoré. Lutter contre l'extrémisme violent au Mali à travers des... La première assemblée générale de l'amicale des anciens de l'École nationale d'ingénieurs a livré ses conclusions. L'information phare, c'est la mise en place du bureau. Un bureau de 11 membres qui a pour président Kariba Traoré. L'amicale des anciens a été mise en place pour valoriser la fonction ingénieur et accompagner tous les ingénieurs qui vont sortir de cette école et la rehausser parce que cette école est née depuis les années 1930 et nous sommes encore très connus dans la sous-région. Cette école a abrité et a enseigné beaucoup plus de 8 nationalités et aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de mettre en place une amicale qui va regrouper toutes ces nationalités pour nous retrouver d'abord et ensuite aider tous ceux qui seront de cette école-là pour qu'ils puissent avancer dans l'avenir. Le nouveau bureau pourra compter sur les orientations du comité des sages. Le choix est tombé sur moi avec d'autres personnes pour que nous puissions encadrer les jeunes qui sont à la tâche maintenant, et les jeunes ingénieurs, et anciens de l'ENI, et même ceux qui sont à l'ENI, pour le moment ils ne sont pas anciens,
Et nous pouvons intervenir dans leur activité pour les guider parfois, ça peut arriver. Et donc c'est pour cadrer et rassembler tous les anciens de l'ENI. Les travaux de cette première assemblée générale de l'amicale des anciens de l'ENI se déroulent sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dont le représentant salue l'initiative. Votre amicale constitue un partenaire sûr pour l'ENI-ABT pour l'atteinte de certains de ses objectifs stratégiques, à savoir renforcer la recherche dans les domaines techniques de l'ingénieur, consolider le rôle sous-régional de l'école, renforcer le partenariat extérieur, développer la synergie entre l'enseignement, la recherche et les milieux productifs, développer les activités génératrices de revenus. L'amicale des anciens de l'ENI se veut un point de rencontre et d'échange entre les anciens étudiants maliens et ceux des 8 autres pays qui ont fréquenté cette grande école du Mali. Voilà, Kariba Traoré, président du bureau de l'amicale des anciens de l'École nationale d'ingénieurs du Mali. La route du Sinangouya, c'est le nom d'un projet culturel qui vient d'être lancé. Ce projet contribue à la promotion de la culture et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les jeunes. Moussa Kamara pour les détails. Le projet artistique est axé sur le spectacle de comédie musicale via la parenté à plaisanterie. Les initiateurs veulent ainsi sensibiliser la jeunesse de Bamako et Sikasso sur l'extrémisme violent. Les spectateurs de comédie musicale via les Sinangouya restent un moyen d'aider les populations à entrer dans les capacités d'auto-guérison et de réconciliation, les laisser cheminer de manière autonome. Le spectacle aide à résoudre de grands conflits intérieurs avec une douceur, tout en respectant le rythme propre de la personne qui le regarde et l'écoute. Pour le maire de la commune de Sabalibougou-Kourani, cette initiative contribue à la stabilisation du pays. L'événement culturel aujourd'hui mérite l'accompagnement de la commune, car il s'agit de contribuer à la promotion de la culture et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les jeunes au sein de nos communautés, et renforcer la résilience de la jeunesse pour prévenir la lutte contre l'extrémisme violent. Le projet financé par la coopération allemande GIZ à travers le projet Donkonimaya sera mis en œuvre pendant 2 mois. La présente initiative artistique dénommée La Route du Sinangouya s'appuie sur les valeurs sociétales du Mali pour sensibiliser la jeunesse par une comédie musicale en faveur de la cohésion sociale. C'est pourquoi le projet Donkonimaya a donné son appui et son accompagnement pour soutenir cette initiative portée par l'association Sionoussi, qui va certainement contribuer à l'éveil des consciences par rapport aux défis majeurs de la stabilité du Mali. Ici, la comédie musicale, c'est aussi un espace de résonance et de dépassement des angoisses. Dans son exécution, le projet prévoit des spectacles de comédie musicale dans ces zones d'intervention afin de prévenir et de lutter contre l'extrémisme violent. Les marionnettes géantes de la compagnie Nama a tenu en haleine le public. Encore une prouesse des Fama, les terroristes viennent de subir une lourde défaite dans la région de Sikasso. Les Fama ont fait une descente dans la forêt de Nyamazana dans le cercle de Kinya et Téré. Le bilan de cette opération avec Abdoulaye Sako. Le samedi 1er juin 2024, les Fama ont mené avec succès des opérations visant la destruction des bases ennemies situées dans la région de Sikasso. Ces opérations stratégiques qui ont concerné la forêt de Nyamazana dans le cercle de Kinyan et Téré ont été menées avec efficacité et détermination, résultant à la neutralisation de plusieurs terroristes et une quantité importante de matériel réduisant significativement leur capacité opérationnelle. Cette nouvelle victoire est le fruit du courage et du professionnalisme de nos soldats. L'état-major général des armées rassure la population que la destruction des installations ennemies continue partout sur le territoire national. Ces opérations démontrent notre détermination à défendre notre souveraineté face à toute forme de menace.
On en vient à notre titre de ce journal, 1944-2024. Cela fait 80 ans que la paroisse de Mandiakoui célèbre la fête de la Visitation, commémorée chaque 31 mai. Cette journée a été une occasion pour véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Aussi, après la messe, l'évêque du diocèse de Sens a sillonné et béni 8 puits du village pour demander la grâce de Dieu afin qu'il nous gratifie d'une bonne pluviométrie. De Sens, Drissa Koni. Tout est parti d'une simple visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, un geste qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'Église catholique. Chaque 31 mai est célébrée la journée de la Visitation. Depuis 80 ans, la paroisse de Mandiakoui a fait de ces moments un véritable cadre de retrouvailles pour véhiculer des messages de paix et du vivre ensemble. C'est l'évêque du diocèse de Sens qui a officié la messe célébrée à cet effet. La famille, c'est un don. Les membres de la famille, c'est un don de Dieu. Et nous devons donc nous soutenir et même cheminer en frères et sœurs. J'ai été invitée par ma copine. Je suis venue participer à la fête et j'ai vraiment appris que cette fête rapproche vraiment. Désormais, nous sommes plus que des copines. Nous sommes maintenant des sœurs. La fête de la Visitation, c'est aussi la procession de la Vierge Marie dans le village où des puits sont bénis. Ce côté culturel de la fête, un moment tant attendu à Mandiakoui, a tout son sens à l'approche de la saison des pluies. La procession est faite pour bénir le village, chasser les mauvais esprits dans le village. Le prêtre bénit avec de l'eau pour avoir demandé la grâce de Dieu pour que le puits soit un puits qui ne tarisse pas. Et ça demande aussi une pluviométrie vraiment propice. 80 ans après, les fils et filles de Mandiakoui ont fait de la fête de la Visitation un cadre de retour à la source. Projection des 2 derniers épisodes de la série Polygamie dans la salle Djily Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. C'est une réalisation de Yeta TV, habituellement diffusée sur les réseaux sociaux. La série en question aborde plusieurs thématiques sur la vie de couple dans la société malienne. Les temps forts avec Mariam Koulibaly. Sur les écrans de la salle Djily Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako, que les fans de la série Polygamie découvrent les 2 derniers épisodes de leur série, ce qui met ainsi fin à la première saison composée de 52 épisodes. L'idée, c'est de montrer aussi aux Maliens que voilà, donc comme dans les autres grands pays, et comme aussi ils peuvent sortir et regarder les films américains ou bien les films français. Donc nous aussi, les films maliens, n'est-ce pas, on peut les projeter dans les grandes salles. La série qui reflète la société malienne dans son ensemble traite plusieurs thématiques. La série, ça reflète les faits réels de la société, mais cela ne veut pas pour autant dire que les rôles joués sont exactement ce qui est vraiment à refaire ou bien à reproduire à la maison. Il y a des bons exemples à prendre et il y a des exemples aussi à ne pas prendre parce que ça reste toujours un film quand même. Des styles qui concurrencent bien avec les grandes maisons de production aux thématiques proposées en passant par les interprétations, chacun y trouve son compte. Honnêtement, pour moi, c'est une sincère fierté aujourd'hui de nous retrouver dans une situation pareille où des milliers de personnes se lèvent pour venir regarder des séries faites au Mali par des jeunes Maliens. Et c'est un sentiment de fierté, surtout pour un partenaire malien que je suis. Je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut parler des maux de la société parce que ça touche carrément tous les types de familles que nous avons chez nous. Il y a des leçons dedans. Après cette réussite, Yeta TV entend s'inspirer d'autres paysages pour proposer d'autres contenus plus attrayants à ses téléspectateurs. Sport, on en parle dans ce 20h. Il nous a rejoint sur ce plateau Kodi Sibi. Bonsoir Kodi. Bonsoir Khadijatou, bonsoir tout le monde. Alors, retour sur le sacre du Stade malien de Bamako en Coupe du Mali. Les Blancs ont battu hier en finale Afrique Football Elite 4-0. Oui, les Blancs de Bamako n'ont tremblé en aucun moment de la rencontre. Ils ont dominé de la tête et des épaules leur adversaire. Je ne vous en dis pas davantage, suivons plutôt
Le compte rendu de Siraga Toussissé qui était dans les tribunes du stade Mamadou Konaté. La 23e étoile du stade Malien de Bamako. Les Blancs ont surclassé les pensionnaires d'Afeu 4-0 dans une finale à sens unique. Tétanisé par l'enjeu, Afeu n'a pas existé devant la rigueur et la précision du stade Malien de Bamako. Daouda Koulibaly 6e, Franck Bétiessier 32e, Souleymane Dramé 34e et Moussa Diallo 88e minute ont trouvé le chemin des filets. Le stade Malien de Bamako, fort de son expérience, n'a laissé aucune chance à Afeu pour sa première finale de Coupe du Mali. Les Blancs gagnent sans trembler 4-0. Je suis très content de mes joueurs. Ceux qui ont produit aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de mots à dire. 4-0, c'est énorme. Je pense que c'est une coupe des seniors, pas une coupe des juniors. Les juniors, ils jouent bien, mais pas la coupe. Nous avons montré que nous sommes matures, nous sommes des seniors et nous avons remporté par la détermination, l'engagement et le plan de jeu qu'on a mis en place. Énorme cette déception, car en venant ici, on a voulu faire un bon match, essayer vraiment d'aller titiller les stades et pourquoi pas gagner cette Dame Coupe. Mais bon, quand on regarde aussi, nous on n'a rien à perdre. C'est vrai que le stade a gagné, le stade était favori. Ils nous ont montré carrément qu'ils sont une équipe expérimentée. Ils ont joué les grandes compétitions, ils sont là depuis un certain moment. Nous on vient d'arriver, la plupart des joueurs c'est leur première participation à une finale de la Coupe du Mali. Donc forcément, si on ne gagne pas, on ne va pas se rougir à cause de ça. Le joueur du stade Malien de Bamako, Franck Bétiessier, désigné meilleur joueur de la finale, reçoit 500 000 francs CFA. Le stade Malien de Bamako, vainqueur, en plus de la médaille d'or, retourne à Sotiba avec un chèque de 25 millions de francs CFA. Afeu, finaliste, gagne la médaille d'argent et 10 millions de francs CFA. Le stade Malien de Bamako sauve ainsi sa saison et représentera le Mali en Coupe de la Confédération. Voilà, Kariatou, c'est donc également le 23e trophée du Stade Malien de Bamako en 33 finales disputées dans son histoire. Et vous avez dû apercevoir des aigles dans les tribunes du Stade Malien de Bamako. Voilà, ils sont dans un regroupement donc au Centre international d'entraînement Ousmane Traoré, puisqu'ils doivent jouer 2 rencontres importantes dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sera donc jeudi ici contre le Ghana et puis lundi en déplacement contre l'équipe de Madagascar. Quel stade ? 26 mars. 26 mars. Tout à fait. Alors, à présent, du basket avec la deuxième journée du championnat national qui s'est achevée hier. On a une idée des équipes mieux placées pour le carré d'as. Oui, on rappelle d'abord les derniers résultats de cette 12e journée chez les dames. Vous allez voir les images. L'AS Mandé a battu Calaban Sport Club 76-56. Le centre Bintou d'Amélie de Koulikoro s'est imposé devant l'AS Police 70-59. Et en série homme, Attaque Club de Kidal l'a emporté devant la commune 1 78-58. Victoire en déplacement de l'AS Police face au Sigi des Cailles 61-57. Comme vous l'avez dit pour le moment. Eh bien, dans l'ordre, l'AS Real de Bamako, le Stade Malien, le Djoliba Athletic Club sont sûrs de disputer la phase Carredas. L'AS Police et l'USPAS sont en ballottage pour le dernier ticket. Et au niveau des hommes, le Stade Malien de Bamako, l'AS Police, l'USPAS ne devraient plus rien craindre pour leur qualification à la phase Carredas. Attaque Club de Kidal et CRBT de Tombouctou devraient donc les rejoindre. Voilà donc pour la nouvelle sportive. Et on reviendra sur tout cela en détail dans l'émission Score de ce lundi aux environs de 21h. Merci beaucoup, Koji. Merci, et bonne reprise. Merci bien. Page noire de cette édition, Mme Berthé Aïssata Bengali, ancienne ministre de la Promotion de la Femme, est décédée le 31 mai dernier des suites d'une maladie. Ses obsèques ont eu lieu ce dimanche 2 juin à son domicile à Magnabougou. Étaient présents ses proches, amis, collaborateurs, anciens ministres, Al-Mouzer, Al-Kamisa Yatara. La cérémonie a été empreinte d'émotion. Le délégué de la famille ainsi prend la parole pour rendre hommage à leur mère, épouse et celle qui a sillonné tous les Mali en tant que ministre de la promotion de la femme, de l'artisanat et du tourisme. Tanti Hassan a été pour nous tout. Une personne accueillante, joviale. Je ne peux même pas parler de toute sa générosité, comme je l'ai dit tantôt. Grosse perte pour le Mali. C'est une grande dame qui s'en est allée, dame de cœur et d'esprit, et surtout dame de conviction
mérité. Franchement, nous ne pouvons qu'être attristés aujourd'hui. Une femme battante pour l'épanouissement de la lecture du Saint-Coran et pour vraiment beaucoup d'activités, pour aider AFSI à ses activités. Vraiment, c'est grâce à elle qu'on a pu ouvrir aujourd'hui un centre à Koutiala. Alhamdulillah, Dieu merci, vraiment, elle nous a beaucoup aidés. De sa riche carrière professionnelle, l'on retiendra entre autres qu'elle a été maîtresse de recherche à Texas en 1996-2001, professeure au lycée Notre-Dame 1986. Au plan politique, ministre par 2 fois, où elle a laissé des traces inoubliables. Nous sommes là ce matin pour représenter Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le Dr Coulibaly Mariam Maïga, pour venir présenter nos condoléances à la famille Berthe, à la famille Bengali et à tous les proches de Madame le ministre, Madame Berthe Aïssata Bengali. Elle a beaucoup appuyé les femmes maliennes, elle les a beaucoup accompagnées. Fée Berthe Aïssata Bengali repose désormais au cimetière de Djandjigila. Elle laisse derrière elle 3 enfants et de nombreux petits-fils. Dort en paix, Madame le ministre. Que son âme repose en paix. Amen. À suivre ce soir dans nos programmes aux environs de 22h, votre émission Questions d'actualité sur le thème Centrale solaire, l'amélioration du mix énergétique. Invité Amadou Sidibé, PDG de la Madère, Madame Terra Aminata Fofana, conseiller technique au ministère de l'Énergie et de l'Eau, Ali G. Maïga Rekodema, membre de la société civile, un débat en langue officielle bamananka animé par Marc Coulibaly. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Entamons la nouvelle semaine avec détermination, car le vrai courage se manifeste dans la détermination, disaient nos grands-pères. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.